Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 30 avril 2020. C'est l'occasion de se retrouver pour une cinquième séance des sciences dehors à l'école. Cette semaine, on a une thématique toute spéciale. On sait qu'avec le contexte qu'on vit, il y a des enseignantes, enseignants qui devraient retourner enseigner dans quelques semaines au primaire. J'ai eu l'idée d'inviter quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans sa pratique, une enseignante au préscolaire, Julie Normand. Elle pratique l'enseignement des sciences à l'extérieur et de plein d'autres disciplines depuis fort longtemps. Donc, je me suis dit que ce serait probablement une très bonne idée de pouvoir l'inviter avec nous aujourd'hui pour qu'elle puisse venir nous présenter ce qu'elle fait. Je pense que la période qu'on vit actuellement est un bon moment pour justement peut-être profiter de l'extérieur avec les jeunes pour pouvoir justement là, vivre des activités puis pas trop être collé à l'intérieur des classes. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à accueillir chaleureusement Julie. Alors, Julie Normand, plusieurs la connaissent également sous le nom de la maternelle de Madame Julie sur Facebook. Bonjour Julie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci et toi-même. Oui, Oui, donc merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter peut-être rapidement donc aujourd'hui? oui. Oui, ben moi, je suis enseignante depuis maintenant déjà 20 ans. Ça fait 10 ans que je suis au préscolaire. Puis, ça fait 4 ans que je vais dehors tous les jours, 2 fois par jour. Et donc tu es habitué d'aller à l'extérieur souvent. C'est ça que tu vas nous partager aujourd'hui, puis peut-être juste pour que les gens puissent savoir aussi. Donc oui, tu es au préscolaire, mais Oui, également donc tu vas nous parler aussi d'aller à l'extérieur de façon plus globale d'abord et avant tout. Puis on parlera peut-être d'autres choses que des sciences un peu plus tard. Donc, on a pensé là, aux gens pour être certain là, que s'il y en a qui se disent ah, c'est au préscolaire, on va parler aussi de plus largement. Donc, évidemment, on fait la technique, tout est en direct. Donc, je dis juste peut-être si tu peux reculer pour qu'on puisse bien voir oui, toute cette c'est bon. coiffure là, que tu as bien préparée avant qu'on tienne la rencontre. Donc, sans plus tarder, ben, la première question que j'aurais envie de te poser pour toi, ben, par où tout a commencé? Je parle bien sûr d'aller à l'extérieur avec tes jeunes dans le contexte de l'enseignement à l'école. Oui, ben moi, ça a commencé dans le fond quand j'ai changé d'école il y a 5 ans. Mon école avant était une école qui n'était pas du tout en milieu défavorisé. L'école était située sur le bord du fleuve. De ma classe, là, je voyais le fleuve. C'était un milieu parfait là, pour exploiter la nature. Pourtant, j'y allais dehors, mais pas aussi de façon régulière que maintenant. Quand j'ai changé d'école, ce qui me forçait un peu à me questionner sur ma pratique, à changer mes façons de faire, ça a été, dans le fond, le fait que je suis passée en milieu extrêmement défavorisé. Puis, mon milieu, c'est vraiment un milieu un peu, des fois, polarisé. On a des enfants plus favorisés et des enfants beaucoup plus défavorisés. Alors, je me retrouvais en début d'année à vivre des problématiques que j'étais pas habituée d'avoir dans mon ancienne école. Puis, il y a 4 ans, j'ai commencé à me dire, là, il faut vraiment que je revoie mes pratiques parce que je suis pas une fille qui est beaucoup papier, crayon dans mon enseignement. Puis, je me rendais compte qu'au mois de septembre, c'est ce qui causait beaucoup d'anxiété, qui créait, qui disait que mes élèves se désorganisaient en classe quand je disais sortez vos crayons, allez chercher votre ciseau, votre colle. Ça créait de l'anxiété un peu pour eux autres. Alors, j'ai commencé il y a 4 ans à m'intéresser beaucoup à l'approche scandinave, des pays scandinaves, qui font des périodes de 45 minutes en classe, suivies d'une période de 15 minutes à l'extérieur. Alors, j'ai mis ça en place il y a 4 ans. Alors, j'ai commencé par ma routine du matin en classe, 15 minutes dehors, les ateliers, la récréation, une période dirigée en classe, le dîner, une période de 45 minutes dehors, une période en classe, la récré, puis une autre période. Alors, les enfants n'étaient jamais plus que 45 minutes en classe dans la journée. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place il y a 4 ans. Puis, je me suis rendu compte que ça faisait énormément de bien aux enfants. Ça enlevait beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété. Il y a 2 ans, j'ai changé ma période qui était à 9 heures, ma sortie à 9 heures. Je l'ai mis à 8 heures en arrivant.
Puis, tranquillement, cette période-là s'est allongée. Je me suis rendu compte qu'en septembre, là, les enfants avaient besoin beaucoup de cette période-là pour jouer dehors. Pour certains, se calmer. Pour d'autres, se réveiller. Pour d'autres, se replacer, atterrir ou gérer les émotions du matin. Puis, je me suis laissé le droit là, d'étirer cette période-là jusqu'à 45 minutes, des fois 1 heure. Donc, c'est certain que toi, tu as un contexte particulier avec le préscolaire. Si vous êtes une enseignante ou un enseignant au secondaire, c'est certain que là, vous avez des blocs de temps vraiment bien définis. On a moins de marge de manœuvre. Quand on est aussi plus tard au primaire, là, c'est différent les activités. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est quand tu me parles de par où tout a commencé. Aujourd'hui, je pense que tu es quelqu'un qui sort beaucoup, mais quand tu es sorti la première fois, tu étais comme plusieurs personnes peut-être qui nous regardent aujourd'hui. Tu n'avais jamais fait de sortie, puis un jour, tu as décidé de faire une première sortie. Tu n'es pas arrivé, puis tout d'un coup, tu as été l'enseignante qui était dehors chaque semaine d'un jour à l'autre. Donc, ça a été progressif là, de ce que je comprends, juste pour être certain que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne soient pas trop impressionnés. Donc, Mme Julie fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais évidemment, pour se rendre là, il y a un début, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Oui, donc, une question... Pardon, vas-y. Ah, oui, bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis là. Puis ça me permet de passer à un point qui est important. Bien, on commence progressivement. Moi, j'ai commencé en faisant beaucoup du jeu libre, surtout à ma période du matin. Puis, ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de culpabilité. Tu sais, tu disais, j'ai commencé tranquillement. Mais moi, avant, je sortais dehors aussi. Mais j'étais très dirigée. On allait dehors, c'était pour faire des jeux coopératifs, c'était pour pratiquer la motricité globale, c'était pour faire des parcours, des ateliers rotatifs. Là, je partais avec mon tableau, je prenais des notes, des observations, des photos, des vidéos. J'allais dehors avec des intentions très pédagogiques puis des objectifs mesurables. Mm-hmm. Puis là, ben, j'ai changé mon approche en sortant dehors pour faire du jeu libre. Puis ça, ben, les filles du préscolaire, on a beaucoup de pression par rapport à ça parce qu'on se fait dire, ben vous autres, vous faites juste ça, jouer, hein? Fait que, puis tu sais, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression aussi avec les grands, quand ils sortent dehors, ben ils ont peur de se faire juger, de dire, ils s'en vont jouer dehors. Mm-hmm. Mais on peut faire le parallèle quand même, là. Je suis enseignant au secondaire là, à la base, avant de devenir professeur d'université, puis c'est certain que quand on regarde dans l'enseignement des sciences au secondaire, bien, on enseigne beaucoup la démarche d'expérimentation, d'observation de façon très, très contrôlée, à un point des fois tellement extrême qu'on apprend juste à appliquer des techniques de reproduction, mais on n'a pas vraiment d'espace de marge de manœuvre aussi. Donc, de l'observation plus libre, on peut faire les parallèles en sciences vraiment avec l'observation plus libre, plus ouverte, de l'observation moins dirigée pour apprendre à se poser des questions scientifiques. Donc, cette remarque-là, même si c'est pour le préscolaire, vraiment, ça peut vraiment nous suivre au niveau des démarches en sciences là, tout au long du parcours primaire et secondaire. C'est vraiment intéressant de voir les parallèles qu'on peut faire. Puis, ben, peut-être avant d'aller plus loin sur les apprentissages, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les sciences dehors, la première question, là, il y a des gens qui nous écoutent, c'est pour qui? Ben, les sciences dehors, moi, la seule chose, je pense, qu'il faut avoir pour avoir le goût d'enseigner dehors, c'est d'aimer être dehors. Ça, c'est la première qualité à avoir. Si nous, on aime être dehors, ça va être facile de convaincre nos jeunes que c'est agréable, que c'est plaisant, puis ils vont le sentir. Alors ça, c'est la première qualité, la première chose qu'il faut se demander. Est-ce que j'ai envie d'être dehors? Puis ensuite de ça, ben, pour faire des sciences dehors, moi, je te dirais que je vais te parler avec mon cœur d'enseignante au préscolaire, d'enseignante au primaire. Nous, oui, puis je suis content qu'on parle du préscolaire parce qu'on ne parle pas souvent du préscolaire en général dans la vie. Oui, mais même, tu sais, préscolaire, primaire, on n'est pas des spécialistes de sciences comme nos collègues du secondaire ou du cégep. Nous, on est des généralistes. Puis, souvent, ça va être un frein pour nous empêcher de faire des sciences à l'extérieur. On va dire, moi, je connais pas assez ça, les sciences. Puis, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert, puis il faut pas attendre de tout connaître ou d'en savoir assez pour aller dehors. On peut se former tranquillement par les livres, par l'Internet. On peut aller chercher aussi des experts.
dans notre entourage, des amis, des conjoints, des spécialistes. Moi, j'ai Monsieur Jérémy, un biologiste de ma région qui vient souvent m'aider dans mes ateliers. Sinon, j'ai Monsieur Roger, le concierge, qui est très, très bon dans la nature, qui a une terre à bois, une érablière. Puis moi, si je cherche le nom d'un arbre ou d'une plante, je laisse la photo sur mon tableau. Puis quand il passe dans ma classe pour le ménage, là, il va m'aider. Alors, faut pas s'empêcher de faire des sciences en disant je maîtrise pas assez les noms d'animaux, puis d'insectes, puis de plantes. Puis la dernière chose, je dirais, ça s'adresse à tout le monde, puis tout le monde qui va se donner des petits objectifs. Vraiment, la clé du succès, c'est la technique des petits pas. C'est utopique de croire qu'au retour, le 11 mai, les gens vont passer des journées complètes dehors s'ils ne sont jamais allés dehors avant. Il faut se donner un petit objectif réaliste. Donc, on va revenir par la suite peut-être à tes conseils pour des premières sorties. Oui. Juste avant d'aller là, dans ces conseils-là, donc tu me dis les séances dehors, c'est pour qui? Donc, c'est pour les personnes qui ont envie d'être dehors tout simplement. Puis ce que tu nous dis, c'est que par la suite, on n'a pas d'autres prérequis à avoir que d'avoir envie de faire des activités à l'extérieur. Puis on devrait apprendre aux jeunes à faire de l'observation, à se poser des questions. Donc, en le faisant à l'extérieur, déjà là, si on connaît pas tout, on peut montrer aux jeunes comment se poser des questions. On doit leur apprendre en sciences à faire de la recherche documentaire, peu importe que ce soit à travers des images dans des livres quand on est avec les plus jeunes, que ce soit plus vieux, aller vers des ressources informatiques en ligne, dans des manuels, des livres plus poussés. Mais tout ça, ça peut partir aussi d'interrogations qui arrivent à l'extérieur, ces thématiques-là. Je pense juste à des activités où on observe un arbre, le tronc, on voit du lichen, on peut se poser des questions, qu'est-ce que c'est? Puis là, tout de suite, on va aller rechercher un peu plus sur ces sujets-là. Donc, c'est un bon milieu pour se poser des questions, puis aller faire de la recherche documentaire, puis montrer comment on le fait. Donc, un excellent conseil. Donc, c'est pour qui? Pour les personnes qui ont envie d'aller dehors. Et là, peut-être que je te demanderais la question pour contrebalancer. Il y a des personnes quand même qui sont réticentes face à l'enseignement des sciences à l'extérieur ou à aller dehors avec les élèves à l'école. Quand on le fait souvent, on en entend beaucoup quand même là, de ces réticences-là. On les connaît presque par cœur. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui vont manifester des réticences? Oui, c'est sûr que souvent, ça va nous faire peur, comme enseignante, de sortir du cadre, peur de l'échapper, peur de perdre le contrôle. Alors, moi, je dirais, il faut d'abord se faire confiance. Il faut sortir en étant positif, avoir une attitude de leader qui va amener nos jeunes à embarquer derrière nous puis à sentir qu'on est bien dehors, que ça va être agréable. Une autre chose que je dirais, c'est vraiment la préparation. Si on arrive et on est insécure, on va miser beaucoup sur notre préparation. Notre préparation va nous apporter beaucoup va nous rassurer et on va se sentir prêt. C'est sûr qu'on fait toujours place là, à l'imprévu, mais d'être bien préparé puis d'arriver avec une activité coup de cœur qu'on maîtrise, qu'on aime beaucoup, qui nous passionne, les enfants vont déjà sentir qu'on est bien, qu'on est confortable, qu'on est à l'aise. Puis, je ne sais pas si tu veux que je poursuive là-dessus. Oui, si on y va, là, c'est sûr que dans les critiques les plus fréquentes, là, on a des critiques par rapport à la sécurité des jeunes. On a l'impression là, que les jeunes, ils vont juste chacun se prendre une direction, puis les 18 jeunes vont prendre une direction toute opposée. Il y en a beaucoup aussi qui ont des craintes par rapport à l'habillement, par rapport aux toilettes aussi, comment on gère tout ça. Donc, qu'est-ce que tu répondrais là, à toutes ces inquiétudes-là qu'on entend souvent? Oui, moi, une des premières choses qui m'inquiétait, c'était beaucoup ça, les toilettes, l'habillage, le matériel. Puis, ce que je dirais, c'est que quand on va dehors, il faut être en mode solution. Il ne faut pas être en mode problème. Quand on commence à trouver déjà la liste des problèmes qui peut peut-être arriver, ça ne nous donne pas le goût de se lancer. Alors, on part en disant, ça va bien aller, ça va être le fun, je suis bien préparée. Fait que c'est déjà une attitude plus positive. Il y a moins de chances là, que ça se passe pas bien.
Ensuite de ça, ben pour les toilettes, c'est pas compliqué. Moi, j'y vais, j'appelle ça pipi obligatoire. Tout le monde y va avant qu'on sorte. Puis c'est une question d'entraînement. Plus on prend l'habitude de sortir, puis de dire aux enfants, on y va avant de sortir, puis on y retournera pas pendant l'activité. Les enfants s'habituent à se retenir. Puis j'ai fait beaucoup de sorties là, d'1 heure et demie, puis sans avoir de problème de toilette à gérer, parce que les enfants savent, on y va en partant, puis on est correct pour toute l'activité. C'est une question un peu d'entraînement. Oui, puis oui, pardon, vas-y, continue. Oui, bien, pour l'habillage, c'est sûr qu'il faut demander beaucoup la collaboration des parents. Moi, je demande beaucoup le multicouche, puis d'envoyer des doubles, même plusieurs épaisseurs de vêtements, là. Oui, plusieurs épaisseurs, puis même des doubles de vêtements. Le printemps, l'automne, je demande d'emmener le petit pantalon de nylon plus le pantalon d'habit de neige. Alors, le matin, on est dans les -5, -10, on met le pantalon d'habit de neige. L'après-midi, on met le petit pantalon de printemps. Fait que ça aide beaucoup d'avoir plusieurs couches. Le matin, on fait mettre, même à ce temps-ci de l'année, on met les tucs, on met les gants le matin. Ça se peut que l'après-midi, on les porte pas. L'après-midi, on enlève une couche de polar, puis on est correct. Puis, il faut aussi l'habillage avec les petits. Les gens vont dire « Ah, c'est long, c'est long ». Mais plus on commence tôt à sortir dès le mois de septembre, plus les enfants apprennent rapidement à mettre les vêtements, plus ils ont les petits pantalons de printemps de bonne heure. Alors, ils s'habituent rapidement à les porter. Tandis que les enseignantes qui ne sortent pas, les enfants, quand ils arrivent au mois de novembre avec les pantalons d'habit de neige ou les pantalons de printemps, là, c'est long, c'est compliqué. Comme nous, on a commencé dès le début, je vous dirais que moi, habituellement, là, c'est maximum 5 minutes, là, puis tout le monde est, pas mal tout le monde est habillé. Donc, il y a vraiment un effet d'habituation. Donc là, ben, si après vous avoir dit tout ça, qu'est-ce que ça prend? Donc, avoir le goût d'aller à l'extérieur pour faire des apprentissages, peu importe de quel ordre avec vos élèves. Et on vient de répondre quand même là, à quelques critiques là, qui sont souvent adressées pour les personnes réticentes. Donc, on espère qu'on vous a convaincu, puis on va passer à d'autres questions en espérant là, qu'on a convaincu là, certaines personnes. Ça prend quand même des petits éléments de base, mais pas tant que ça. Peut-être pour bien convaincre les gens là, avant d'aller un peu plus loin sur des premiers conseils, pourquoi est-ce qu'on irait apprendre les sciences dehors, donc spécifiquement dans le contexte là, des sciences, à quoi ça sert certains diront de se donner tout ce trouble-là pour aller dehors? Ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, je te dirais que oui, ça vaut la peine parce que pour moi, on répond aux besoins des enfants. Quand on est dehors, ils bougent, ils sont en action, ils prennent l'air, alors ils sont déjà plus disposés à apprendre. Puis ensuite, en étant dehors, on leur fait vivre des situations concrètes, des situations signifiantes pour eux. Donc, on a plus de chances que ça fasse du sens pour eux, qu'ils soient capables de le réinvestir par après. Alors même là, même aussi, quand on va dehors, je dirais que la période dehors est très importante, mais pour moi, la période en classe qui suit une période dehors, vous pouvez rentrer dans ma classe, là, puis c'est le calme plat, les enfants sont disposés à apprendre, sont concentrés. Pour moi, quand je reviens dehors, là, j'ai une période de 30 minutes là, qui est super productive au retour. À quoi est-ce que tu attribues ça? Au fait que les enfants ont bougé physiquement, puis aussi prendre l'air. Même l'hiver, quand il fait très, très froid, puis des fois, c'est arrivé que je sortais seulement que 12 minutes, 8 minutes, quand on a eu des -28 avec le vent. C'était plus profitable, ça, même si ça nous prenait presque autant de temps, là, s'habiller puis se déshabiller, que de ne pas sortir. Les journées où on ne sort pas, qui sont très rares dans mon cas, c'est peut-être 2 ou 3 dans l'année. Puis quand on ne sort pas, quand les récréations sont annulées puis sont à l'intérieur, pour moi, au niveau de ma gestion de classe, là, c'est très difficile. Les enfants sont agités, sont impatients, sont plus grognons. Puis moi aussi, tu sais, moi je suis comme ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'aller dehors. Puis les journées qu'on sort pas, comme adulte aussi, hein, ça nous affecte beaucoup. Fait que, comme je dirais, moi, c'est très payant pour la période dehors, mais la période qui suit est aussi très profitable.
Dans le fond, ce que je comprends, c'est ça, c'est qu'il y a autant des avantages quand tu es à l'extérieur. Ce que tu me dis, c'est que les élèves font des apprentissages qui sont quand même, de ton avis, là, quand c'est bien préparé, évidemment, quand on sait ce qu'on doit faire, puis qu'il y a des bons objectifs d'apprentissage fixés, même si l'apprentissage, c'est de faire des découvertes libres, là, c'est pas obligé là, d'être super précis. Mais dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est payant pendant parce qu'il y a des apprentissages signifiants qui peuvent être fait, puis c'est payant aussi pour toi ben, par la suite parce que les élèves ils viennent comme canaliser en quelque sorte une certaine énergie. Puis ben, c'est souvent une inquiétude aussi la gestion de classe. Est-ce que ça va être pire à l'extérieur? Donc c'est certain qu'on a ces inquiétudes-là. Quand on parle de gestion de classe, bon, on n'est plus dans la classe, donc on est peut-être plus dans de la gestion de groupe, mais ça aide à dépenser une certaine énergie là, de ce que je comprends. Puis je me demandais aussi au niveau des apprentissages, si tu parles que les élèves font des apprentissages plus signifiants, je te prends un peu là, à chaud comme ça. Est-ce que tu as Oui. est-ce que tu as des exemples que tu pourrais, ben, un exemple qui te vient en tête de dire, ben, je pense que ça a été vraiment un apprentissage signifiant pour les élèves parce que j'avais pas prévu qu'il se passe ça, puis tant de temps après, ils m'ont reparlé de tout ça, puis je m'y attendais pas. Est-ce que tu as quelque chose de ce genre-là qui t'est arrivé? Oui, bien, entre autres, cet automne, moi, ça fait 5 ans là, que je suis à cette école-là. Puis c'est la première année que mes élèves ont une passion foudroyante pour les champignons. J'ai enseigné plein de thèmes dans ma carrière et j'avais jamais fait le thème des champignons. Et cette année, c'est venu des enfants, cet intérêt-là. Il y en avait beaucoup sur le terrain où ce qu'on va jouer. Puis, les enfants ne faisaient que parler de champignons, dessiner des champignons, regarder des livres de champignons. Moi, je connais absolument rien dans les champignons. Je me suis acheté des livres pour les connaître. Je suis allée sur des groupes d'experts, de mycologues, mais c'est très, très complexe, hein, le milieu des champignons. Puis, j'ai raconté le livre d'Élise Gravel. Là, sur le fan club des champignons. Hein? Oui. Puis ça a été un gros hit. Puis, c'est très difficile d'identifier les champignons puis de reconnaître les sortes puis les parties. Puis, je vous dirais que moi, je suis partie vraiment de l'intérêt des enfants. Puis, les enfants, ils savaient tout reconnaître les parties du champignon, les nommer. Puis, ils étaient capables, moi y compris, on était capable de reconnaître la veste de loup, le champignon, les polypores, puis les amanites mouches. Alors ça, c'est les 3 sortes de champignons qu'à peu près tous mes élèves dans ma classe étaient capables d'identifier. Même l'amanite mouche, ils étaient capables d'expliquer pourquoi on l'appelait comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu montrer ces mots savants-là à mes élèves, j'aurais pas été capable. Mais là, pour eux, c'était signifiant. Alors, on pouvait marcher dans la forêt, tu pouvais entendre « Madame Julie, viens voir, on a découvert des polypores. » Mais c'est quelque chose d'enrichissant pour eux, puis ils sont contents de dire le vrai mot, le vrai nom. Fait que je pense que c'est un exemple qui montre que pour eux, c'est signifiant. Puis les parents me montraient des photos des enfants à la maison, couchés, endormis, en regardant le livre de champignons, des enfants qui voulaient des recettes de champignons à la maison. Mais c'est un effet vraiment là, boule de neige. C'est un exemple quand même super intéressant parce que c'est un exemple clairement où si tu n'avais pas fait cette activité-là à l'extérieur, vous n'auriez sûrement pas parlé de cette thématique-là, en tout cas jamais de la même manière. Puis une des raisons aussi pourquoi les sciences dehors à l'extérieur, c'est quelque chose qui est bénéfique au niveau des apprentissages, justement parce que faut faire attention, on apprend parfois beaucoup de choses à l'école, mais souvent les apprentissages à l'école restent à l'école. On en voit beaucoup, mais finalement, une fois que l'examen et les évaluations sont passées, on s'en sert pas vraiment. Mais dans un contexte comme celui que tu me décris, je suis à peu près certain que les jeunes qui vont aller dans un boisé, en chalet, en milieu naturel, avec leurs parents, ils vont être capables, sans que tu sois en train de leur parler, de leur dire « Hey, on a parlé de champignons », je pense que ça doit être une expérience assez signifiante pour que la plupart soient capables justement là, de reconnaître et faire ces liens-là par eux-mêmes. Donc, des apprentissages signifiants pour s'en servir en dehors d'un contexte scolaire, je pense que c'est vraiment une des bonnes raisons aussi là, pourquoi apprendre les sciences. Écoute, je continue avec ma prochaine question. Il y a un autre enjeu pour les gens qui vont enseigner aussi, qui est important. On a quand même
des habitudes assez fortement ancrées généralement au niveau de l'évaluation des apprentissages. Là, je sais que tu es au préscolaire, on n'évalue pas de la même manière, mais si je te demanderais peut-être de penser plus comme une enseignante de façon large, là, peu importe le niveau préscolaire, primaire ou secondaire, ce que tu peux avoir comme réflexion, mais comment est-ce qu'on évalue les apprentissages des élèves quand on fait beaucoup d'activités dehors? Donc, c'est quand même moins en adéquation avec ce qu'on voit au niveau des évaluations en classe. Donc, comment est-ce que tu proposes d'évaluer les apprentissages des élèves à l'extérieur? Oui, moi, j'utilise beaucoup le portfolio CISA depuis 3 ans. Fait que ça me permet de prendre des photos puis des vidéos, de garder des traces de ce qu'on vit dehors. Puis aussi, je l'utilisais moins, mais maintenant, je l'utilise, je me suis donné comme défi d'utiliser un petit peu plus parce que moi, comme je vous dis, je suis pas très papier. J'ai commencé à utiliser des feuilles un peu pour faire un journal de bord ou un journal d'exploration pour garder des traces de ce que j'ai fait. Alors, quand justement on a fait à la fin de notre thème des champignons, on a fait venir un biologiste, mais je vais faire une feuille, les enfants vont dessiner le champignon qu'ils ont préféré dans la sortie, mais ils vont dessiner d'autres choses qu'ils ont observées. C'est là que ce qui est signifiant pour les enfants va ressortir. Par exemple, quand je suis allée au jardin communautaire, on a eu des gens bénévoles qui nous ont fait goûter des légumes, qui nous ont fait visiter. Puis on avait aussi notre Jérémy, notre biologiste, qui était là pour parler des oiseaux, des canards, des champignons. Mais suite à ça, j'ai fait un retour justement papier qui parlait des 5 sens. Je travaille beaucoup les 5 sens. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as goûté? Qu'est-ce que tu as touché? Puis, c'est important de garder une petite trace là, de ça par écrit. Il y a aussi le dessin d'observation. En début d'année, c'est plus difficile au Presco parce qu'ils sont moins habiles, mais dès la fin de l'année, c'est facile de faire dessiner, par exemple, observer un pissenlit, puis de mettre les parties de la plante, d'observer un insecte, puis de faire marquer les parties de l'insecte, du corps de l'insecte. Alors ça, c'est une façon de voir si les enfants ont retenu aussi quelque chose ou s'il y a eu il est resté quelque chose de nos sorties. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Philippe. Ben oui, dans le fond, il faut quand même penser à adapter ces moyens d'évaluer les élèves. Il faut voir peut-être autrement que ce qu'on est habitué de faire normalement. Puis peut-être en tout cas au secondaire aussi, il faut voir autrement la manière dont on évalue. En tout cas, ça peut peut-être demander un effort supplémentaire parce qu'on n'évalue pas nécessairement des concepts précis, mais ça montre quand même qu'il faut avoir une réflexion autour de l'évaluation des apprentissages si on veut y aller à plus long terme. Mais je pense que c'est un effort qui en vaut la chandelle. Puis j'imagine que quand on voit aussi l'effet que ça a sur les élèves, que c'est une bonne source de motivation pour faire ces choses-là, parce que ce qui nous coûte trop d'énergie puis qui nous rapporte pas assez, bien évidemment, on laisse ça tomber d'habitude. Donc, oui. Juste avant qu'on continue avec la prochaine question, je sais que vous êtes quand même plusieurs personnes là, à nous écouter en direct, même s'il y en a qui sont en simultané, qui vont être en différé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les écoles ou en tout cas dans des rencontres par Zoom, mais vous êtes quand même plusieurs dizaines de personnes à nous suivre. Si vous avez des questions, je vous invite dès maintenant là, à nous les communiquer, des questions là, aussi simples soient-elles, à Madame Julie qui va vraiment prendre le temps de nous répondre. On va avoir un petit temps pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, je te demanderais peut-être, donc, maintenant, on veut parler là, de par où commencer. Ce sont quoi tes meilleurs conseils pour une première sortie? Là? Demain matin, là, moi, je veux, avec mes élèves, c'est pas possible, là, il faut attendre encore un petit peu. Il y en a peut-être que ça va être en septembre prochain, mais lundi, 8 heures, je veux faire des séances avec mes élèves dehors. Qu'est-ce que tu me conseilles pour faire un premier pas, là, puis que j'ai pas l'impression que ça va être tellement une lourde charge là, que non, finalement, j'ai pas envie? Bien, c'est de se donner d'abord un défi réaliste. Même moi, ça fait 4 ans là, que je vous dis, je vais dehors, puis il y a 2 ans, je voulais augmenter mon temps, je voulais faire des demi-journées, des journées complètes, puis je me suis rendu compte que c'est gros là, comme défi, puis ça demande beaucoup au niveau de la logistique, de l'organisation. J'ai pas l'énergie pour gérer ça tous les jours. Alors, il faut se donner un objectif qui est réalisable.
entre autres, au niveau, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller vers la fréquence. De se dire, je vais sortir tous les jours 15 minutes. Ou je vais sortir 2 fois 15 minutes dans ma journée. Puis progressivement, on peut allonger les périodes. Puis ça va être plus facile que de dire, là, dès maintenant, je passe toute l'avant-midi dehors ou toute l'après-midi. Je pense que la bouchée va être trop grosse, puis ça va décourager les gens. Vraiment de commencer là, à petite dose, mais d'avoir une fréquence qui est plus soutenue. Pas juste une fois par semaine. Vraiment de se dire, je le fais tous les jours. Donc, c'est la constance, en fait. Donc plus souvent, oui. Mais moins longtemps. Oui, puis la recherche à ce sujet-là, elle a prouvé que c'est la fréquence qui est plus importante que la durée. Alors, c'est plus payant pour les enfants de sortir 15 minutes tous les jours que de faire un après-midi complet par semaine. Alors, si on a comme objectif d'y aller comme ça, là, je pense que c'est gagnant. Ensuite de ça, je dirais la routine. Faut se faire une petite routine, en tout cas surtout pour les petits, mais je pense que pour les grands, ce qui fonctionne aussi, ce qui est sécurisant pour nos anxieux, c'est d'avoir une routine. Alors moi, souvent, quand je sors dehors, les enfants le savent, on se rejoint aux 3 boulots. Et au bout de la cour d'école, il y a 3 boulots. Il y en a qui partent à la course, il y en a qui partent en marchant. On se rejoint là, on fait un cercle, puis je donne mes consignes. Moi, je fais toujours une période de jeu libre, soit avant ou après mon activité qui est plus dirigée. Alors, quand on se rejoint en groupe, je donne mes consignes. Je leur dis, on va jouer 15 minutes. Quand je vais te dire, tu t'en viens, là, tu te places en position d'écoute, je vais te donner mes consignes. Ou l'inverse. On fait l'activité tout de suite, puis tu vas pouvoir jouer après. Alors, d'établir une routine, c'est super sécurisant pour les enfants. Puis on évite de perdre du temps à toujours répéter. Les enfants savent ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, où aller, puis où ne pas aller. Puis, dans le fond, les conseils que tu nous donnes, là, il y a quelque chose qui est commun à d'autres choses qui se passent en classe. Souvent, quand on est dans des classes avec des élèves, il y a des pratiques qui sont différentes, qui vont nous insécuriser un peu. Donc, les conseils que tu nous donnes sont valables de façon générale pour toute nouvelle pratique qu'on n'est pas habitué d'avoir. Puis, à la maison, c'est normal si jamais vous vous sentez des fois un peu déstabilisé dans la recherche. Ce qu'on semble voir, c'est que les enseignants qui complètent leur bac en enseignement, peu importe là, à quel niveau, on se rend compte que on va être les pratiques les plus susceptibles d'être reproduites dans les premières années. Ce sont les pratiques auxquelles on a été exposé souvent à l'université en formation pendant nos années à l'université. Donc, c'est certain que si vous avez pendant votre secondaire, votre primaire ou à l'université, vous n'avez pas été habitué à ce genre de pratique-là, au départ, ça va vous insécuriser parce que vous n'avez pas de modèle de référence. Donc, c'est normal de se sentir insécurisé, mais en y allant avec des objectifs plus petits, en le faisant fréquemment, que ce soit pour l'intégration des technologies, que ce soit pour la classe inversée, que ce soit pour peu importe quel type là, d'approche, c'est normal. Donc, ces conseils-là là, sont vraiment intéressants là, si on les regarde de toute façon de plus largement. Est-ce que tu avais d'autres conseils qui sont vraiment des incontournables avant qu'on passe à la prochaine question? Oui, excuse-moi. Oui, j'ai quelques autres conseils. Je dirais que nos champions là, pour aller dehors, c'est vraiment nos stagiaires, nos jeunes enseignants qui ont fait du camp de jour. Et ça, le camp de jour, c'est la plus belle expérience qu'on ne peut pas avoir pour être champion dans l'enseignement, dans la nature, parce qu'on est capable de gérer un groupe à l'air libre, comme j'appelle. Sinon, entre 4 murs, c'est une autre réalité. Mais vraiment, nos champions, là, c'est tous ceux qui ont fait là, du camp d'été, camp de jour, là, utiliser ces souvenirs-là, ces ressources-là pour vous donner confiance. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils-là. Donc, j'espère que ça vous convainc à la maison là, de faire des premières sorties. Un autre élément qu'on n'a peut-être pas encore trop abordé, puis qui est quand même intéressant. Donc, les élèves, généralement, se comportent-ils de la même manière dehors? Oui, c'est un peu différent, mais pas tant. C'est drôle comme réponse. C'est que
Je pense que si on est capable d'être un bon leader à l'intérieur comme à l'extérieur, les enfants vont savoir sont où nos limites, puis ils vont rester dans les limites. Mais ça, il faut prendre beaucoup de temps au début pour c'est un peu installer nos limites pour que ça fonctionne bien. Puis, c'est sûr qu'en étant dehors, ben, on donne la possibilité à des enfants, des fois, qui ne s'expriment pas beaucoup, qui ne prennent pas beaucoup de place. Là, qu'on arrive dehors, ces enfants-là, ils vont s'extérioriser un petit peu plus. Puis nos élèves aussi, les petits tannants, puis tout ça, ben, c'est eux qui vont devenir... là, on entend mon chien. C'est nos élèves actifs, ben, c'est eux qui vont devenir nos leaders positifs à l'extérieur. C'est eux qui vont ramener le groupe quand il y en a qui vont trop loin. C'est eux qui vont susciter des belles questions, qui vont faire des belles trouvailles. Fait que c'est intéressant pour eux là, de les avoir. Mais il faut vraiment bien placer notre cadre, bien placer nos limites. Puis, je te dirais que dans les conseils que je donnerais, aussi en lien avec l'autre question que tu me posais, ben c'est de partir, de rester près de l'école au début. De garder toujours le même endroit, toujours le même espace. Comme ça, ben, ça va permettre aux enfants de savoir sont où les limites physiques, puis qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Puis une fois que ça, c'est bien installé, là, on peut se permettre de sortir, aller dans le champ, aller dans le bois, aller dans le parc à côté, dans le jardin. Mais il faut vraiment commencer près de l'école, donner peut-être moins de liberté un petit peu au début, puis tranquillement, on donne plus de liberté. Et ceux qui ont plus d'énergie en classe, des fois, justement, on pense qu'ils vont peut-être moins écouter, mais justement, on leur donne un cadre pour dépenser davantage cette énergie-là. Donc, ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, ben, avant qu'on aille avec les questions là, des personnes qui nous écoutent, quelles seraient tes activités coup de cœur? Ben, moi, je te dirais, je fais des activités structurées. Ça, c'est un défi que je me suis donné, là, de faire plus d'activités structurées. Mais je pense que ma force à moi, c'est vraiment de partir de l'intérêt des enfants. Puis, je vous suggérais de vraiment vous ouvrir à ça, puis de saisir la balle au rebond quand elle se présente. Je vous parlais des champignons tantôt. Moi, j'ai eu des élèves qui ont eu une passion pour les pics-bois à un moment donné. C'était pas prévu dans mon plan de cours. Ben, on a parlé du pic-bois pendant une bonne période parce que ça venait de l'intérêt des enfants. Aussi, une suggestion, ben, ce serait de partir de votre milieu. Moi, dans mon milieu, il y a des oies blanches. Quand même que je vous dirais parler des oies blanches à l'automne, au printemps, c'est un super beau thème. Si vous n'avez pas dans votre coin, c'est pas signifiant pour vos élèves. C'est pas pertinent. Moi, dans mon coin, on est près du fleuve, alors je fais beaucoup d'activités qui ont rapport au fleuve. L'hiver, notre terrain, on avait un hiver plein de pistes d'animaux. J'avais pas prévu étudier les pistes d'animaux l'hiver, mais ça s'est présenté, puis ça a été un thème qu'on a exploité tout l'hiver, puis qui a été très, très apprécié des élèves. Puis enfin, ben, je dirais de l'observation, c'est une belle activité qu'on peut faire en classe puis qu'on oublie souvent. Je parlais tantôt du dessin d'observation, mais d'observer, puis d'utiliser nos sens, d'encourager les enfants à noter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, les faire goûter aussi. Puis, c'est ça, d'observer, ça peut être les bourgeons, les insectes, les arbres, faire des frottis sur les écorces, sur les feuilles. Vraiment de partir des intérêts des élèves puis de ce que notre milieu a à offrir. Bien, ce sont vraiment là, d'excellents conseils que tu nous donnes. Donc maintenant, bien, je vais te demander peut-être des conseils qui sont ciblés vraiment là, sur les questions que les personnes nous ont posées. Oui. J'y vais vraiment là, dans le désordre de ce que j'ai reçu. Il y a Amélie qui nous demande, selon toi, est-ce que ce serait utile d'avoir un bac avec des objets qu'on sort chaque fois quand on va à l'extérieur? Ce serait quoi, dans le fond, tes indispensables? Puis je vais jumeler la question de Julie avec ça, qui demande aussi quel matériel est-ce que tu utilises régulièrement puis que tu trouves vraiment pratique pour les sciences ou pour d'autres disciplines? Oui, c'est une très bonne question. Je vous dirais que par expérience,
quand on commence, essayez d'avoir le moins de matériel possible. Parce que la gestion du matériel, ça devient quelque chose qui fait que aller dehors, ça devient lourd. Par exemple, là, dans mes premières sorties, je voulais amener les bouteilles d'eau, les collations, les crayons. Là, j'ai 15-16 élèves. C'est moi qui traîne ça quand on marche. Là, ça devient compliqué. Fait qu'il faut essayer de limiter le plus possible le matériel. C'est une bonne idée d'avoir un bac. Moi, j'ai acheté des petits sacs à dos. Là, je ne les ai pas encore utilisés pour que les élèves puissent traîner justement leurs crayons, leurs bouteilles d'eau, leurs collations. J'ai une amie qui utilise, elle va, mon amie Mélanie Ruel, si elle n'est pas là, elle va me réécouter plus tard. Mélanie, elle va beaucoup au jardin communautaire qui est tout près de son école, puis elle laisse un bac de rangement à jardinage sur place. Puis là-dedans, ce qu'on peut garder, c'est beaucoup des loupes, des boussoles, des petites boîtes là, avec des loupes pour observer les insectes. Moi, j'ai acheté des tablettes avec des pinces il y a quelques années, mais avant, j'utilisais des livres rigides avec une pince. Puis, on peut utiliser se garder juste des boîtes de bulles. Moi, j'aime aussi utiliser les tapis de plage. Des fois, si on veut s'asseoir puis c'est mouillé, c'est des tapis comme en plastique là, ou des bâches. Ensuite de ça, des gants. Moi, j'ai acheté des gants de jardinage parce qu'on a fait le ménage des plates-bandes à un moment donné. Puis, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des enseignantes qui utilisent les petits couteaux économes pour travailler avec leurs élèves. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, je pense comme matériel de base. Là, Donc, en gros, de ce que je comprends, là, c'est vraiment d'y aller en fonction des besoins que tu vas rencontrer, mais de ne pas y aller avec tout ce matériel-là, acheter ça la semaine prochaine. De ce que je comprends, là, la semaine prochaine, quelqu'un qui va aller dehors là, avec ses élèves, il s'en va pas passer une demi-journée avec s'en aller dans un grand cadre avec tout plein de matériel. On se met pas toute cette pression-là. On y va étape par étape. C'est la même chose pour le matériel au fur et à mesure qu'on voit ce qui peut être intéressant. Peut-être vous faire une liste de ce que Julie vient de dire là, mais sans nécessairement tout s'acheter ça tout de suite pour le gérer. Il y a aussi Mélanie, merci beaucoup, qui nous donne d'autres réponses, qui dit qu'il y a un bac qui contient des tablettes pour écrire, des doudous, des loupes, des attrapes insectes, des livres sur la nature, des ballons, des contes, des cordes à sauter, un petit tableau-banc, des crayons de bois, des mouchoirs, une trousse de premiers soins. Donc vraiment, là, ça peut être assez vaste, là, tout ce qu'on peut avoir. Puis j'en profite peut-être, là, il y avait Mélanie qui parlait des livres. Je m'excuse, je ne revois plus la personne exactement là, parce que mon fil défile différemment, mais d'habitude, mais il y avait quelqu'un qui demandait donc si tu avais des livres à suggérer qui pouvaient être intéressants au niveau de la littérature, qui pouvaient faire un bon pont avec des activités à l'extérieur. Oui, ben j'en ai plusieurs. C'est sûr que là, je les ai pas avec moi, sont à l'école, mais si vous allez sur ma page Facebook, La maternelle dehors de Madame Julie, j'ai un album avec que ça, des livres. J'ai beaucoup de documentaires, des documentaires québécois aussi qui s'adressent aux enfants, des albums, puis j'ai aussi des livres d'information pour les enseignants. Parce que bien sûr, moi aussi, il a fallu que je lise beaucoup pour me former puis me documenter. Fait que ma suggestion, ce serait peut-être d'aller voir là, dans ma liste. J'en ai vraiment plusieurs. Là. Un de mes coups de cœur, je vous dirais peut-être, là, il y a les cartes éclairs qu'on trouve au Canadian Tire qui sont pliées comme en plastifié aussi. Oui, oui. On les a, les cartes éclairs, là, sur les insectes. Moi, celles des pistes d'animaux, celles des champignons ont été beaucoup, beaucoup regardées. Puis, je sais que Mélanie, c'est le genre de choses qu'elle garde dans son bac. Moi, je voulais peut-être m'acheter éventuellement là, un petit chariot de jardin là, pour pouvoir laisser mon matériel comme ça, puis l'approcher du champ, puis du petit bois là, que j'utilise le plus. Oui, les cartes éclairs, puis elle dit aussi, là, on va lui faire confiance qu'elle n'a pas d'intérêt financier chez les éditions Ouzou. Mais elle disait que les éditions Ouzou aussi auraient des pages glacées, donc c'est certain que dans ce contexte-là, ben, si on peut avoir du matériel facilement utilisable comme ça, là, c'est toujours un bénéfice.
Oui, puis il y a un livre québécois, là, Mon grand animalier, puis il y en a un autre, Mon grand herbier, là, c'est un livre québécois, puis c'est très bien ça aussi, là, comme livre. Mais comme je vous dis, j'en ai plusieurs, là, que ce soit des albums ou des documentaires ou des livres de référence, là, sur ma page, s'il y en a qui veulent aller voir ça. Et puis, ben, j'en profite aussi pour remercier donc Camille Turcotte, qui est la directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie. Ça me fait plaisir d'en parler si vous connaissez pas l'AESTQ, l'association, parce que ils vivent en ce moment évidemment des moments difficiles. Donc, si jamais vous voulez devenir membre, donner un petit coup de pouce pour aider là, ces personnes-là qui font un travail fabuleux. Puis l'AESTQ, si vous ne connaissez pas l'association, c'est une association vraiment formidable pour mettre en réseau toutes les ressources en sciences et technologies. Et Camille vient de partager là, avec nous justement une ressource qui s'appelle, qui est une fiche pédagogique, qui est un sac à dos pour l'exploration d'un milieu naturel. Donc, vous avez là, différentes, là, une activité avec tout un déroulement, avec différentes choses là, que vous pouvez faire. Donc, il y a plein d'autres matériels là, qu'on vous donne. Justement, vous voulez faire des activités dehors, vous ne savez pas quel matériel, on vous en donne plein. Donc, ben, j'en profite pour vous inviter vraiment chaleureusement à aller visiter là, les ressources aussi de l'AESTQ. C'est eux qui avaient développé cette ressource-là justement avec des enseignantes du primaire. Donc, dans l'espace ressources, là, vous allez trouver beaucoup d'autres choses aussi. Est-ce que, Julie, donc, tu aurais peut-être un dernier petit conseil ou coup de cœur à donner? Je pense qu'on a épuisé là, tous les commentaires ou les questions que j'avais. Oui, ben moi, je pense que de donner quelques pistes de suggestions d'activités, par exemple, pour les gens qui sortaient pas du tout, puis que là, avec le retour après le confinement, ils ont le goût d'aller dehors, puis ils savent pas par où commencer, je donnerais peut-être une petite liste en vrac rapidement de choses qui sont faciles à essayer peut-être pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, je suis certain que ça va faire plaisir à entendre. Alors, moi, je répète d'y aller progressivement. Pour le présco, puis même pour les plus grands, de commencer à faire la routine du matin dehors. Tu sais, tout le petit moment où on placote, on fait le calendrier, le menu du jour. Essayez de voir comment on pourrait faire ça dehors, peut-être avec un petit chevalet ou se trouver un petit tableau aimanté, un tableau effaçable. Il y a sûrement moyen là, de faire ce petite routine-là du matin à l'extérieur. Je vous proposerais aussi le yoga, les détendre. C'est une belle façon de faire ça en ayant une bonne distance entre chacun. Il y a aussi toutes les chansons, les danses au préscolaire, ça se fait facilement dehors. Allez marcher. Puis, commencez pas tout de suite là, par aller marcher dans les rues dans votre quartier. Si vous n'êtes jamais allé avec vos élèves, puis ils reviennent après 2 mois chez eux, là, commencez par marcher dans la cour d'école, faire le tour des modules, expliquer comment on garde une bonne distance, comment on peut se parler quand même, puis en gardant une bonne distance, faire des courses en vagues de 2, de 4, de 3, des courses à obstacles, des courses avec des parcours aussi, faire pour moi, avec les petits, je fais des courses de brouettes. Là, c'est sûr que brouette à 2, on peut pas se toucher, mais des courses en faisant l'ours, le crabe, sauter sur un pied, sur 2 pieds. Puis ça, on peut faire des petites compétitions, des vagues de 3, de 4 élèves. Après ça, on fait une finale pour ceux qui sont le meilleur de chaque vague. On peut aussi aller prendre la collation dehors. La collation, c'est un bon moment. Les enfants aiment beaucoup ça, manger dehors. On peut, là, je sais pas si c'est, moi, en tout cas, c'est une idée que j'ai pas encore validé si c'est faisable, mais s'informer. Est-ce qu'on peut aller dans un parc, un jardin ou une autre cour d'école autour, s'informer? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on peut y aller avec notre groupe? Ensuite de ça, utiliser des coussins ou des carpettes pour mettre des espaces, que chacun ait son espace précis. J'ai mon amie Annabelle, coucou Annabelle, qui disait qu'elle est dans un petit milieu, puis elle a demandé aux parents d'envoyer une chaise de jardin qui va rester à l'école pour qu'elle puisse enseigner dehors, puis que chacun ait leur petite chaise. Il y a aussi le lavage des mains qui peut se faire dehors. Si on met un gros bac avec de l'eau savonneuse, on y va à tour de rôle laver les mains. On peut fournir une serviette pour chaque enfant.
l'installer après le sac à dos pour qu'ils puissent l'utiliser pour toute la journée. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Là, il y a les jeux coopératifs, 1, 2, 3 soleil. Il y a des jeux qu'on peut faire sans contact. Fait que ça va Écoutez, être si après toute cette liste-là, il n'y a rien qui vous parle encore, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à vous intéresser ou à faire des activités de sciences dehors, peut-être aller vers d'autres intérêts parce que vraiment avec tous ces trucs-là, il y en a au moins un à essayer. J'avais une dernière question que j'ai perdue oui. là, dans le fil de qui elle provenait, mais peut-être comme dernière intervention de ta part, Julie. Il y a quelqu'un qui demandait, là, dans le fond, je reviens en classe, première semaine au mois de mai. Qu'est-ce que tu suggères de faire comme première activité là, avec les mesures de confinement qu'on va avoir? Là, ce serait quoi ta valeur la plus sûre là, pour un premier 15 minutes dehors la semaine où on revient à l'école? Moi, je pense que de raconter une histoire, c'est surtout si on aime ça, qu'on est à l'aise, prendre une histoire qu'on aime beaucoup, ça risque d'être un beau moment avec nos élèves. Puis, je vous dirais la collation aussi. Pour moi, là, quand on mange dehors, les enfants, même l'hiver, ça reste des moments très agréables pour eux autres de pouvoir pique-niquer dehors. Fait que ce serait mes 2 coups de cœur. Ben, en tout cas, certainement que ça inspire des personnes, puisque Chantal qui nous dit que justement que, en tout cas, ça l'inspire à faire des activités d'apprentissage à l'extérieur avec ses petits loups de deuxième année, j'imagine, du primaire. Donc, au secondaire, ce serait plus des grands loups. Donc, j'en fais dès notre retour de confinement. Alors, merci vraiment là jusqu'à maintenant là, pour tout ce que tu nous as partagé, Julie. Il nous reste encore quelques minutes ensemble. Si vous dites, ben, qu'est-ce que je peux faire même avant d'avoir mes élèves? Parce qu'un des enjeux aussi, c'est que les gens se demandent, y a-t-il quelque chose autour de mon école que je peux vraiment faire? Donc, un conseil que je peux vous donner, parce qu'il y en a qui sont à côté d'un fleuve, comme tu l'étais dans ton ancienne école, donc c'est certain que ça, c'est un cadre fabuleux. Si vous enseignez en ville, la promiscuité est beaucoup plus importante, les terrains sont souvent beaucoup plus petits, on a moins d'espace, parfois il y a des parcs où vous ne pouvez pas aller. Évidemment, ben, des parcs qu'on ne peut pas aller, allez pas dans les modules de jeu si vous n'avez pas le droit, mais il y a peut-être des espaces qu'on peut essayer de faire des pressions là, pour pouvoir les utiliser avec les élèves. Mais prenez le temps, d'accord, par vous-même, dans le milieu là, proche de votre école, seul, pas avec vos élèves, mais juste pour faire des observations, vous poser des questions par vous-même. Puis prenez 20 minutes, là, pas 5-6 minutes, dire comme bon, je vois plus rien, puis là, j'arrête. Il faut avoir comme une période d'ennui. Puis après, comme cette période d'ennui-là, là, on dirait qu'on se met à voir plein d'autres choses qu'on n'a jamais vraiment vues. Puis c'est comme à ce moment-là, je trouve qu'on va faire des observations vraiment plus signifiantes. Et je vous suggère après ça de tout noter ça là, sans penser aux apprentissages et aller voir la progression des apprentissages par la suite en sciences. Je vous dis, vous allez voir sûrement plein de liens que vous pouvez faire que vous n'avez pas vus souvent. Ben, on va vous parler de relations entre les espèces dans un habitat, de parler des adaptations de telle espèce. Donc, vous avez plein d'exemples autour de vous d'espèces qui vont interagir, qui vont s'adapter. Vous pouvez utiliser des moyens d'alimentation chez les plantes. On peut étudier des parties de plantes. On peut fouiller les sols. Vous aurez toujours des oiseaux, des végétaux, des sols autour de vous, des arthropodes, des insectes, des bébites, d'accord? La prochaine activité, vous allez voir, est en lien avec ça. On pourra toujours regarder à l'extérieur, la météo, il y aura toujours un ciel à regarder. Donc, prenez le temps de faire des observations, de vous poser des questions, au moins une bonne vingtaine de minutes. Puis par la suite, allez consulter la progression des apprentissages. Puis il y a peut-être des éléments que vous auriez regardés juste 30 minutes avant qui vont vous parler davantage. Donc, vous pouvez identifier là, vraiment des liens entre les contenus scientifiques et le milieu à l'extérieur à proximité de votre école. Deuxième activité, si vous vous sentez un petit peu plus aventurier, une activité qui fonctionne super bien aussi. Puis là, ben bon, évidemment, vous voyez une photo avec 4 jeunes collés. Je vous recommande pas que les jeunes soient dans ces dispositions-là, mais pour voir aussi qu'est-ce que le milieu peut nous offrir dans quelques semaines à l'extérieur. Ça, c'est une de mes activités de coup de cœur, d'accord, à la recherche de bébites. Vous allez dehors, puis bon, il y a la grande famille des arthropodes. Allez chercher ça, arthropodes, insectes. Je demanderais peut-être même à Camille. Camille Turcotte, si tu nous écoutes encore, je sais que tu as une bonne ressource là pour justement les bébites. Donc, on peut aller collecter des arthropodes à l'extérieur, que ce soit en dessous des roches, derrière les écorces, dans les sols.
on peut en attraper vraiment beaucoup et les jeunes se mettent à explorer et par la suite, on peut essayer de voir est-ce qu'il y a des différences, des similitudes entre les spécimens collectés. Là, on va voir que finalement, il y en a qui ont 3 paires de pattes, il y en a qui ont des ailes, il y en a qui ont qui sont des invertébrés peut-être qu'on va avoir collectés. Et par la suite, ça peut être une bonne manière de parler des adaptations potentielles des spécimens par rapport au milieu où vous avez collecté ces spécimens-là. Donc, des fois, les espèces que vous allez trouver sont des bons exemples pour parler d'une notion en écologie qui est peut-être un peu plus large. Donc, ce sont 2 activités que je vous propose là chaleureusement, vivement là, pour les prochaines semaines. Et merci Camille d'être là. Donc, qu'est-ce qu'un insecte? Donc, c'est Parlons Science. C'est une ressource vraiment là, que j'ai consultée hier qui est vraiment super intéressante aussi. Vous allez avoir là, plein d'informations sur qu'est-ce qu'un insecte, des bonnes fiches. Là, des fois, on cherche vraiment de la bonne documentation. Il y a des éléments interactifs pour les éducateurs, éducatrices. Là, vous avez des livres en français, anglais, espagnol, portugais. Vous avez vraiment là, des belles ressources qui sont à votre disposition. Puis, c'est justement quand on trouve des choses, comme tu en parlais avec les champignons, on part sur la curiosité, puis on s'ouvre vers autre chose. Puis, ça nous reste d'habitude ces découvertes-là là, qu'on va faire dans ce contexte-là. Alors, on est maintenant rendu presque à la fin de notre séance. Juste avant de te donner un petit mot de la fin, Julie, j'en profiterai pour vous dire que les personnes qui nous regardent dans ces jours-ci, le 30 avril 2020, donc on a parti une pétition pour que le ministre, justement, puisse proposer de mettre en place des mesures pour des actions concrètes pour pouvoir favoriser l'enseignement des sciences à l'extérieur au primaire dès la rentrée scolaire de 2020. Je pense qu'on vient de parler là, de plein de choses qui sont super pertinentes et positives pour pouvoir parler avec les élèves là, de plein de sujets, puis d'aller dehors pour qu'on se sente plus en sécurité. Donc, je vous invite vraiment, vraiment vivement à essayer de voir quelles sont ces initiatives-là. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vais vous mettre le lien pour pouvoir signer la pétition. C'est une pétition, mais c'est une pétition gentille. Là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose là, de trop de méchant. Là. On s'adresse au ministre, mais de façon très conviviale. Partagez-la aussi. Il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont signé en moins de 48 heures. On aimerait ça pouvoir la transmettre. Et en même temps, c'est une façon, cette pétition-là, de vulgariser, de parler de pédagogie de plein air, d'informer les gens. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir la diffuser. Et Julie, j'aimerais ça te laisser peut-être avec, après le mot de la fin, j'en profiterai, juste pour dire une dernière fois, une dernière chose. Donc, il y a le site Apprendre dehors. Est-ce que je me trompe? Julie Williams, Julie Moffett, c'était là, pardon. Aide-moi pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Donc, je pense que je vais trouver le site là, sinon, puis vous le mettre. Mais Apprendre et jouer dehors de la Fondation Monique Fitzbach, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Il y a un groupe Facebook. Bientôt, on va avoir sciencedehors.com. C'est en préparation dans les prochaines semaines. On va publier le site, donc plein de belles ressources. Alors, Julie, quel serait le mot de la fin là, que tu voudrais nous transmettre pour vraiment s'assurer là, que toutes les personnes qui nous écoutent et qui hésitent encore, là, ils font le pas puis ils savent maintenant par où commencer? Moi, je vous dirais, lancez-vous, faites-vous confiance, puis ça va vous faire du bien. Tu sais, ça va faire du bien à vos enfants aussi. Avec tout ce qu'on entend, tout le stress qu'on vit, vous allez voir qu'être dehors, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, à l'âme. Puis, ça va nous apporter une paix. Ça va vous faire vous sentir mieux, puis vous allez sentir que vos élèves aussi sont mieux. Le conseil de Jean-Philippe est excellent. Allez faire un tour de reconnaissance autour de votre école, voir quel endroit vous pouvez exploiter. Puis si votre cours est en béton, puis vous n'avez pas d'arbres, pas de gazon, essayez d'avoir une alternative autour, des fois à 200 mètres, 500 mètres, on a un parc, un champ, puis c'est possible d'y aller. Alors, restez ouverts. Il y a aussi l'application PlantNet que j'aime bien utiliser. Moi, je me suis donné comme défi d'apprendre les arbres sur le terrain de l'école, les plantes. Alors, avec une photo, ça me permet de l'identifier. Je garde ça dans un album photo avec le nom de la plante. Ça me permet de les reconnaître.
Puis, il y a aussi les 4H, le groupe des 4H qui propose des belles activités. Puis les labos créatifs aussi qui ont des idées intéressantes si vous voulez suivre ça. S'il y en a qui ont des questions puis qui sont gênés, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, La Maternelle dehors de Madame Julie. Puis je vous invite à fouiller dans mes albums. J'ai plusieurs idées d'activités. Puis j'ai aussi un album sur les livres aussi. Alors, ce serait ça mon mot de la fin. Puis, allez jouer dehors. Oui, donc, c'est ça. Donc, il y a le site il y a le colloque, Apprendre à ciel ouvert, normalement, qui se déroule au mois de février par la Fondation Monique Fitzbach. Et le site, donc, c'est enseignerdehors.ca. Donc, enseignerdehors.ca. Sinon, les clubs 4H ont de fabuleuses activités. Avec des chercheurs en écologie, on est en train de préparer une nouvelle phase. Je vais vous annoncer ça dans la prochaine semaine. Pour le projet des chenilles espionnes, on est en collaboration avec les clubs 4H qui développent des ressources pédagogiques. Donc, on est en train de préparer tout ça. Vous avez vraiment plein de ressources. Allez voir tout ça, s'il vous plaît. Vous avez des ressources québécoises, des gens d'ici. Vous avez plusieurs personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour aider la pédagogie en plein air à prendre de l'ampleur, comme on en parle dans notre lettre ouverte et la pétition là, qu'on va adresser au ministre de l'Éducation. Alors, merci énormément, Julie, une invitée généreuse, dit-on, qui a aussi bien su transmettre sa passion. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et espérons que tout ça va faire germer dans la tête des gens là, vraiment l'impatience de se retrouver avec ses élèves, peu importe que ce soit maintenant au mois de septembre ou ceux qui nous écouteront dans 1 an, 2 ans, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci à tout le monde à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.